Vous écoutez News FM. News FM. Bon après-midi. Il est 13h. Parents Live, la vie de famille en direct. Vous avez envie de partager votre expérience de parents, grands-parents, beaux-parents, enfants ou ados sur un sujet qui vous tient à cœur, racontez-vous. Sur Parents Live, on parle de la vie de famille, la vraie, celle qui tâche, qui fait du bruit, qui empêche de dormir ou qui claque les portes. Rejoignez le direct Parents Live tous les deuxièmes mercredis du mois sur News FM. Retrouvez les podcasts et l'ensemble des vidéos créées dans le cadre du projet Parents Live sur parentslive.fr. Yes, bienvenue dans Parents Live. On est en train de finir de s'installer. Vous entendez peut-être du brouhaha. L'émission Parents Live tous les deuxièmes mercredis du mois, évidemment consacrée à la parentalité et toutes les thématiques qui tournent autour de la parentalité. Émission 14. Déjà 14 émissions. Toujours en compagnie de Florence. Salut Florence. Attends. Hop, tu es là, je crois. Salut Greg, c'est mieux avec le micro quand même, la radio. C'est mieux, mais en même temps, tu vois, il se passe plein de trucs, voilà. Aujourd'hui, la thématique qu'on a, Florence, ça va être les discriminations. Grande thématique. Ouais, grande thématique, et puis on va un peu mettre les pieds dans le plat, en fait, pour cette émission, et puis sauter à pieds joints dans un sujet qui représente une réalité pour des millions de personnes en France, à savoir les discriminations qui sont liées à l'origine réelle ou supposée, ou ce qu'on nomme également le racisme systémique. À savoir non pas des comportements individuels racistes, mais un système social qui prive encore un large pan de la société française d'un égal accès à l'emploi, au logement et à l'éducation. Ah oui, les chiffres et les rapports sont sans appel. Il y a vraiment urgence à se saisir de cette question pour préserver la cohésion sociale. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le défenseur des droits, dans une synthèse de juin 2020 qui s'appelle « Discrimination et origine, l'urgence d'agir ». Il note que pour un grand nombre de personnes, le racisme systémique est une expérience quotidienne, durable et généralisée. Il faut vraiment pour lui réussir à mobiliser, à médiatiser sur le sujet, comme on est en train de le faire actuellement pour les questions d'égalité femmes-hommes, qui même si ça bouge doucement, sont un sujet de société incontournable à l'heure actuelle. Et franchement, il y a du boulot parce qu'il y a quand même ce contexte de crispation autour de la laïcité et du projet de loi dit de lutte contre les séparatismes. Et donc voilà, mais pour nous, c'était vraiment important de se saisir de ce sujet-là. Et le défenseur des droits, il ajoute qu'à l'échelle individuelle, Flo, la discrimination se traduit par une perte de bien-être et une perte de chance. Autrement dit, par des efforts décuplés pour trouver un emploi ou un logement, des résultats scolaires moins bons, des sentiments de colère, de perte de confiance en soi ou de découragement, et une altération éventuelle de la santé mentale et physique. De plus, on sait à présent que les enfants sont exposés et sensibles aux discriminations dès leur plus jeune âge. L'éducation nationale, dans la conférence de consensus de juin 2016, du déni à la lucidité, de la lucidité aux actes, enfonce le clou. Les études PISA, c'est le programme international pour le suivi des acquis des élèves, ont montré entre 2003 et 2012 le poids accru du facteur de l'origine ethnique dans les résultats des élèves. Pour les chercheurs, cela est dû à une discrimination systémique, c'est-à-dire une détérioration globale de leurs conditions de scolarisation, une aggravation en gros des ségrégations sociales et ethniques dans certains établissements, l'absence et le manque de formation des personnels affectés dans ces établissements et l'activation plus fréquente de préjugés dans la notation et l'orientation. Voilà, donc quand on dit ça, on imagine qu'il y a beaucoup de familles et beaucoup d'enfants qui sont touchés. C'est pour ça que dans cet épisode de Parents Live, on va s'intéresser aux inégalités, aux discriminations qui en découlent et à leurs conséquences dans la vie des familles qui sont touchées par celles-ci. On va donner la parole à une jeune fille, à 3 mamans. Nadia qui est avec nous. Bonjour Nadia. Dalila Bonjour. également en studio. Bonjour. Et Jouda qui est avec nous en visio, qui devrait nous entendre. Bonjour. Salut, et on t'entend aussi Jouda. Donc Jouda, tu es avec nous jusqu'à 13h30. Tu nous fais le plaisir de nous accorder une petite demi-heure pendant ta pause de formation, si j'ai bien compris. C'est ça. Merci. Et du coup, ces personnes, elles vont nous partager leur vécu, leur expérience pour faire face aux discriminations, la façon aussi dont elles accompagnent leurs enfants, à la fois dans la vie de tous les jours et puis aussi dans la scolarité. Et on entendra en fin d'émission les JAD, les jeunes ambassadeurs du défenseur des droits, qui sont des jeunes en droit civique et qui vont nous expliquer, qui sont des jeunes en service civique, qui vont nous expliquer le cadre de leurs actions et leurs missions. Et ils nous rejoignent tout à l'heure. Yes. Alors, on va commencer justement sur la question des discriminations dans le cadre scolaire, mais aussi dans le cadre extrascolaire. Donc là, vraiment, l'idée, c'est pas du tout de condamner l'école, ni de dire... parce que la plupart des enseignants, ils font leur travail du mieux qu'ils peuvent, dans des conditions qui peuvent être difficiles.
mais juste en fait de s'autoriser à regarder les inégalités et à oser les comprendre au travers du racisme systémique, et aussi réaffirmer que tous les parents souhaitent la réussite scolaire de leurs enfants. Contrairement à une idée reçue, les parents, notamment les parents d'origine étrangère, ils ne sont pas des missionnaires. Ils ont au contraire des réelles attentes par rapport à l'école, parce que les projets migratoires, ils sont souvent liés à un espoir d'ascension sociale. Mais il peut y avoir des désillusions, des incompréhensions avec l'école qui arrivent vite. Donc on entendra Nadia notamment et Judas sur ces questions-là. Et puis on va commencer par le témoignage de Sana, qui est une jeune de 20 ans qui bosse dans le secteur bancaire et qui a un témoignage par rapport à une expérience qu'elle a connue au lycée. Salut Sana. Bonjour. Salut, bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que tu nous entends bien depuis tout à l'heure ? Oui, ça va, ça va. D'accord. Alors toi, tu vas nous parler d'une réflexion que t'as faite une professeure quand tu étais au lycée. Et puis tu vas nous dire comment tu y as réagi aussi. On t'écoute. Oui. Alors tout simplement, en plus c'était un cours de français. Donc on faisait des exposés. Donc la prof a elle-même choisi les thèmes. Et en fait, du coup, moi, c'était faire un exposé sur un pays. Du coup, j'ai choisi un de mes pays d'origine, donc l'Algérie. Et comme tout exposé, donc je l'ai fait devant toute la classe. Et en fait, à la fin, la réflexion de la prof a été de dire mais pourquoi vous ne retournez pas dans votre pays ? D'accord. Alors voilà, du coup, sur le coup, je l'ai mal pris. Après, tout le monde a un peu réagi, hein, mais moi, du coup, je lui ai dit, comment ça ? Parce que pour moi, je suis dans mon pays. Enfin, j'ai des origines, oui, mais bon, je suis née ici, j'ai des origines françaises. Et donc, elle a essayé un peu de se défendre comme elle pouvait, mais après, elle a rebondi en me disant, parce qu'elle posait des questions, en me disant, oui, mais bon, peut-être parce que dans votre pays, vous n'avez pas autant de ressources qu'ici. Oui. Bon, du coup là par contre on a eu un petit conflit parce que du coup je lui ai dit que moi j'acceptais pas ce genre de réflexion, que je trouvais ça pas correct et que de toute façon je ne lui devais rien et que j'avais autant de droits qu'elle, donc elle forcément ça lui a pas plu, donc on a échangé plutôt à la fin du cours, mais effectivement moi j'ai pas apprécié les paroles qu'elle a eues à ce moment-là. Et est-ce que ça a eu des conséquences pour toi dans ton parcours scolaire ? Oui, parce que du coup, je l'ai eu 2 ans, et ça, c'était la première année, en début de première année. Et du coup, la première année, c'est simple, elle ne m'interrogeait jamais, j'avais des notes qui étaient passables, on va dire. Voilà, en gros, j'étais un peu celle qu'on mettait de côté. Et puis au final, en deuxième année, quand la période des vacances est passée, je pense que, elle a un peu oublié. Et du coup, la deuxième année, ça n'a rien à voir. La deuxième année, elle était super gentille avec moi. Elle me mettait que des bonnes notes. Alors qu'en fait, la première année, après cet incident-là, j'ai eu que des mauvaises notes. D'accord. Et pour toi, t'as pas eu de discussion avec elle et c'est un peu comme si elle avait oublié qu'elle était passée à autre chose un an après, quoi. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, c'est un petit peu, pas choqué, mais c'est un petit peu, choqué un peu la classe parce qu'ils se sont dit, mais la première année, ça s'est super mal passé. Et là, au final, c'est limite si pour elle, j'étais pas son élève préféré, quoi. D'accord. Ok, c'est étonnant comme réaction. C'est ça. Après, c'était pas qu'avec moi. Elle l'a fait avec beaucoup d'élèves dans ma classe. Donc, c'est choquant, oui. Mais bon, après, on se dit, faut la laisser parler parce que sinon, on sera en conflit avec elle tous les jours. D'accord. Et toi, tu as réussi justement à la laisser parler au final ? C'est ça. À la fin, je répondais même plus. D'ailleurs, en première année, quand elle me faisait des réflexions, je répondais pas. Je lui montrais qu'en fait, je lui montrais aucun intérêt. D'accord. Ouais. Ok. Bon, en tout cas, tu as fait preuve de courage pour lui dire ce que tu pensais vraiment et te positionner par rapport à elle. Et puis, ouais. Et puis au final, si les choses ont pu évoluer dans le bon sens pour toi, c'est chouette. Mais ce que je note aussi, c'est que tu dis que tu n'étais pas la seule à avoir ce genre de propos et qu'au quotidien, ça reste extrêmement lourd à porter. Ah bien sûr, c'est aussi lourd pour les personnes qui le subissent, mais pour les personnes qui sont autour. D'accord. Parce que nous, on était quand même une classe, on va dire, solidaire. Et du coup, quand on voyait ce genre de réflexion, des fois même c'était pire que ce qu'elle m'a dit à moi, mais quand on voyait ce genre de réflexion,
Enfin, on le disait aux autres, on lui disait, mais en fait, faut pas se prendre la tête parce que sinon, tu t'en sors pas. D'accord. Et c'est vrai que c'est pénible pour tout le monde, hein, que ce soit pour les personnes externes ou les personnes qui le vivent. D'accord. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose par rapport à cette histoire? Moi, je dirais juste qu'il faut pas se prendre la tête. Il faut se dire que de toute façon, la personne qui le dit en face, soit elle s'y connaît pas, soit c'est une personne, on va dire, assez frustrée et du coup qui pense qu'elle est mieux que toi. En fait, pas du tout. Donc, si tu rentres pas dans son jeu, elle va se sentir justement bête et au final, tu passes à autre chose et tu te prends. Enfin, et puis toi, s'il faut pas que ça t'atteigne, quoi. Ça, c'est le plus important parce que si ça t'atteint, tu peux pas avancer tranquillement. D'accord, ouais, avancer tranquille, hein. Ça, c'est un droit qu'on devrait tous pouvoir avoir. Ouais, exactement. Sans réflexion. Ouais. C'est clair. Merci pour ton témoignage. On va... Avec plaisir. Ouais, Merci et puis beaucoup. tu travailles tout à l'heure? Merci à vous. C'est ça, je travaille dans 10 minutes. Eh ben, bon courage pour le travail. Merci beaucoup. Bon courage à vous. À bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Eh ben, merci pour ce premier témoignage qui met directement dans l'ambiance. On va enchaîner avec votre histoire, Nadia, hein, qui rejoint un petit peu ce qu'on vient d'entendre. C'est une histoire qui a été vécue par votre fille quand elle était au collège dans sa dernière année. Nadia, vous êtes super stressée. On vous remercie vraiment, vraiment, vraiment d'être avec nous, d'avoir pris le temps de préparer et puis de partager ce témoignage qui, j'en suis sûre, malheureusement, va faire écho à beaucoup d'autres témoignages et d'autres familles. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invité à me joindre à vous pour partager mon expérience. Merci. Voilà. Oui, ma fille, quand elle était au collège, elle a subi des propos racistes plusieurs fois, mais nous n'avons jamais prêté attention, excepté une fois où nous voulu faire face. C'est lorsque ma fille était en classe de 3e. Un élève fait apprendre à sa prof qu'elle a perdu son stylo, question bête, quand cette dernière a répondu avec un air un peu provoquant et dit pour une fois que c'est un arabe qui se fait voler. Ce qui met ma fille en colère, comme tout le reste de la classe d'ailleurs. Et après cela, elle lui a fait la remarque que c'était des propos racistes. Et 2 jours après, nous avons reçu un courrier de l'établissement pour nous dire que notre fille sera exclue une semaine avant le brevet. Et c'était le dernier trimestre. Voilà. Si je ne me trompe pas, l'établissement vous a reproché que c'était un mot lourd, c'est ça? C'est ce Exactement. Oui, sur le courrier, c'est bien marqué. C'était vraiment un rapport de 3-4 pages, quoi. Voilà, ce qui est dit, c'est pas possible. Votre fille, elle a prononcé un mot très lourd au sein de l'établissement et elle sera exclue. Et quand voilà, on est venu voir avec la direction, on a essayé déjà de prendre un rendez-vous pour s'entretenir avec la prof qui a refusé. On ne l'a jamais vue jusqu'à maintenant. Et on a essayé d'échanger avec la direction. Le directeur lui-même, elle n'était même pas au courant de ce qui s'est passé au sein de son établissement. Il était étonné quand il a entendu l'histoire parce qu'il n'était pas au courant. Mais bon, à la fin de compte, il essaye d'apaiser les choses et, en disant que ça, je ne peux pas l'accepter au sein de mon établissement. Je vais quand même voir avec la prof. Après, on s'est revus après. Et c'est lui qui s'est excusé à sa place. La prof, elle s'est jamais excusée? Non, on l'a jamais vu. Jamais vu, jamais entendu sur le Jamais. sujet? Ah ouais. Ouais. Non. Malgré, voilà, on a essayé une fois juste, voilà, Mm. à l'amiable pour voir ce qui se passe, mais bon, elle n'a jamais voulu nous voir. D'accord.
Et comment elle a réagi, votre fille? Qu'est-ce que ça lui a fait vivre, du coup, pour vraiment cette dernière semaine avant le brevet? Bah, elle était découragée vraiment. Elle a voulu même pas préparer rien. C'est juste que bon, elle était heureusement un petit peu. Euh, Elle a sauté des classes. Elle était un peu sur ses acquis. Elle a compté sur ses acquis quoi. Mais elle a eu son brevet avec mention malgré tout. Mais ça l'a découragée pour ses révisions juste avant, du coup. Voilà, elle a même pas révisé. Ouais. Elle a même pas révisé du tout. Et jusqu'à maintenant, elle n'aime pas quand on lui parle de privé. Oui, parce que du coup, ça, c'était dans un établissement privé. Et Oui, maintenant, oui, voilà. Ouais. C'était un établissement privé, malheureusement aussi, oui. Donc, voilà. D'accord. Et du coup, vous, quand vous dites qu'il y avait déjà eu ce genre de propos avant, que vous n'aviez pas forcément réagi, là, ce qui vous a fait réagir, c'est l'exclusion, en fait. Exactement, c'est la dernière année, voilà, c'est le dernier trimestre et je trouve que bah voilà, certes ma fille, comme ils avaient dit, elle a dit un mot lourd, comme ils l'ont bien précisé, mais la prof aussi, à mon avis, c'est ce qu'il a dit, c'est pas facile pour les enfants, c'est pas pour les élèves. Bien sûr. Donc voilà. Et voilà, c'est pour ça on a vraiment réagi parce que il s'est passé les activités extrascolaires et tout, mais bon, c'est pas pareil comme la scolarité quoi. En plus, c'est privé, on paye tous les mois, c'est pas que bon voilà, elle est là pour ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Et vous disiez qu'elle avait déjà eu, enfin, il y avait aussi eu des soucis dans les activités extrascolaires. Oui. Faisait du basket. Et le début de l'année d'après, elle s'est présentée pour renouveler son inscription. Elle était avec une amie à elle, française, elle. Et, directement, le responsable a refusé. Il a dit on n'a plus de place. Sans explication. La copine a dit mais c'est dommage parce que moi aussi je voulais m'inscrire. Par contre elle lui a répondu laissez vos coordonnées, peut-être on peut y avoir un dossier libre ou quelqu'un qui désiste après. Voilà. Carrément, comme ça, devant. Comme ça. Ah ouais. Vous étiez là, vous, Nadia? Non, j'étais pas là. C'est mais votre fille qui était là? Ouais, ma fille, voilà, quand elle reçoit des propos comme ça. Ouais. Elle s'énerve, elle devient. Ah ouais, bah ouais, il y a de quoi. Voilà, donc. Mais on n'a jamais suivi des histoires comme ça. J'ai dit à chaque fois, c'est pas grave. Il n'y a pas que le basket va faire autre chose. C'est vrai, il a fait le foot après, mais ça y est, elle fait plus confiance. Ouais, comment elle se sent maintenant, votre fille, par rapport à tout ça, quand on lui dit ce genre de choses, maintenant qu'elle est à l'université? Elle a toujours ce problème-là il y a toujours du racisme, des discriminations et tout. Donc, elle le sent beaucoup. Ouais. Elle le ressent, ouais. Elle est découragée ou elle est en colère? Comment elle se sent? Des fois en colère, mais elle essaie, comme elle avait dit la jeune fille tout à l'heure, ne pas donner importance, quoi. Ça va passer. Parce que c'est son avenir à elle, c'est sa vie en main. Donc, d'accord. Ça. Voilà. Très bien. Juste, est-ce que vous pouvez nous redire combien vous avez d'enfants et quel âge ils ont aujourd'hui? Et le pays de vos origines aussi, qu'on puisse vous situer. Oui, moi, je suis marocaine. Mes enfants, j'ai 3 enfants. Mes enfants, ils sont tous nés ici, ils sont tous des Français. Ouais, parce que leur père, il a la nationalité française. Il est né, il a grandi ici. L'aîné, il a 20 ans, le mois de janvier dernier. Il est en 3e année génie civil. Et ma fille, elle a 19 ans. Elle est en GEA aussi. Et j'ai le dernier là qui a 11 ans. Au collège, on sait bien. Très bien. Voilà. Dalila, pareil, est-ce que vous avez envie de prendre la parole sur ce sujet-là, la question du racisme systémique dans les expériences qu'on peut avoir à l'école? Pareil, vous présenter et puis dire l'âge de votre enfant.
Alors bonjour, je m'appelle Dalila. Moi, je suis présidente de deux associations, une sur Grenoble qui s'appelle Horizon Femmes et une autre qui s'appelle Les Fleurs d'Aurore qui se trouve en Seine-Saint-Denis, à Drancy. Donc j'ai un petit garçon de 11 ans. Je vais dire que par rapport à ce que j'ai entendu, surtout ce qui est très important, c'est que j'ai entendu le témoignage de Sana et je remonte quand même à plus de 35 ans en arrière, enfin un peu plus, dans les années 80. Où on va dire qu'on a un peu, parce que c'est on, je dirais pas que j'étais, simplement que moi, et on a subi un peu la même histoire, c'est-à-dire que se retrouver à l'école, victime déjà à l'âge de 8 ans, à plusieurs, à être déjà dans ce contexte-là. Donc peut-être que certaines se reconnaîtront autour de moi, parce que j'ai des amis qui écoutent et qui se rappellent très bien, parce que je pense que ça nous a un peu choqués de vivre... des scolarités en primaire avec comme nom les chèvres. Donc on était le tout pot de chèvre parce qu'on est aussi issu de la première immigration du Maghreb, Afrique du Nord, dans les années 70. Donc un tout nouveau paysage peut-être pour la France, mais bien utile pour tous ces travaux. Vous savez très bien que c'était aussi pour la mine et toute autre chose. Donc voilà. Et donc on faisait un peu partie des animaux de Saint-Martin-de-Vinou, enfin dans le contexte, parce que dire à des enfants qu'ils sont des chèvres, surtout quand on se retrouve à 4 ou 5 maghrébines et quand la 6e se joint à nous, va rejoindre ton troupeau. Voilà, c'était quand même assez difficile à vivre parce que on ne prenait pas avec la rigolade. Personnellement, quand on nous situe comme des animaux, c'est à cet âge-là, c'est un peu difficile. Donc, nous étions les chèvres de la classe. Donc, les chèvres, on a commencé à être toujours derrière, toujours situés et pas au centre. Et on s'est plus ou moins, on a passé nos scolarités comme ça. C'est-à-dire que de la primaire après le collège, on était au collège Chartreuse. Et comme disait Sana, moi personnellement, j'avais une prof de maths qui était super désagréable. Premier jour de l'entrée, là, quand on est tous contents, on se retrouve situés, bien sûr, pour certains, et même toutes, quand on regarde bien, les Brahim, les Dalila, les Samira, et tout ce qui s'ensuit, sont ceux qui sont toujours derrière la classe et pas devant. Ceux qui sont aussi impliqués dans tout le programme de la scolarité avec les exercices, les devoirs, et qui vont au tableau, c'est pas nous. Parce que moi, je le redis encore une fois, je n'ai jamais pu être appelée au tableau pour faire un exercice en 5e pour les maths. Donc malheureusement, je ne suis pas une bonne mathématicienne. J'ai des lacunes, mais c'est-à-dire que j'ai passé quand même une 5e comme ça, alors que j'avais quand même peut-être un bon potentiel, parce que j'étais travailleuse. Donc voilà. Mais en tout cas, ça m'a pas permis d'avoir un bon niveau en maths parce que j'ai jamais été appelée. On n'a jamais pris mon devoir, on m'a jamais corrigé ou quoi que ce soit. Pour les cours de français, géographie, tout ça, c'était pareil. Moi, j'avais une amie qui s'appelait Isabelle et sa maman avait été appelée parce que justement, c'était l'une de mes meilleures amies et pour le prof que je vais pas citer parce qu'on se rappelle de tous leurs prénoms, bien sûr, on est choqués. C'est pourquoi vous laissez votre fille marcher avec une maghrébine. Je rappelle, je suis d'origine tunisienne, bien sûr. Mais pour lui, c'était une mauvaise fréquentation. J'étais une mauvaise fréquentation pour sa fille. Je ne sais pas comment on peut dire mauvaise fréquentation. Donc, ce qui pouvait le prouver aussi. Donc, laisser Isabelle traîner avec moi, c'était avoir une fille qui pouvait être... qui pouvait devenir délinquante, qui pouvait perdre tout le programme de sa scolarité. Voilà, quoi. C'était très... ça avait un impact psychologique pour moi qui n'était pas normal. Et voilà. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont parler, parce que en fait, je me rends juste compte que l'heure passe et qu'on n'a pas donné la parole à Jouda. Jouda, je m'excuse, on s'est lancé avec les invités en direct et du coup, vous êtes là et vous allez devoir bientôt nous quitter. Est-ce que vous avez des témoignages justement par rapport à cette question de la scolarité, au choix d'orientation aussi que vous avez fait pour vos enfants et aux difficultés qu'ils ont pu rencontrer dans leur scolarité?
Oui. En tout cas, c'est fou comme en fait, en écoutant les témoignages des copines là, on se retrouve, on a tous vécu la même histoire dans l'enfance, cette espèce d'invisibilisation de notre présence dans la classe, ça facilite pas la réussite scolaire. Les réflexions qui peuvent être racistes, pareil, ça c'est quelque chose. Enfin voilà, c'est quelque chose d'assez banal finalement. Et d'entendre Nadia dire finalement on préfère se taire Sana plutôt de dire plutôt on préfère se taire et avancer, c'est la solution de survie. Et puis après, il y a la solution où on passe à l'attaque et on se dit, bon, ben, on va quand même, avec Nadia, euh, s'exprimer et dire notre mécontentement. Et puis là, on s'aperçoit qu'en fait, il y a des injonctions un peu paradoxales entre on punit la fille, mais on s'excuse quand même parce qu'on se rend compte que c'est raciste. Mais voilà, il y a une espèce de corporatisme et de soutien, alors que théoriquement, il faudrait quand même prendre en considération la parole de l'enfant. Moi, en ce qui me concerne, j'ai pas beaucoup de temps, mais je vais peut-être vous parler d'une situation par rapport à ma fille, à cette espèce de stigmatisation. Elle était plutôt dans une classe, on va dire, un peu élitiste. Voilà. Et moi, je considère que ma fille, elle a un capital culturel égal à toute personne dans une école, peu importe le niveau, elle a un bon capital culturel. Et dès le départ, en fait, elle a été renvoyée à son appartenance à une classe sociale, son appartenance à un quartier. Et du coup, cette peut-être timidité qu'elle avait en classe à pas vouloir s'exprimer, ça a été euh, interprété par les professeurs comme une incapacité à s'intégrer dans une classe parce que c'est pas le même niveau, parce qu'elle vient d'un quartier, ils n'ont pas les mêmes codes. Et ça a été une injustice forte vis-à-vis de ma fille qui, elle, l'a ressenti. Déjà, pour elle, c'était évident. Quand elle revenait, elle me disait, mais c'est dégueulasse ce qu'ils me font et tout. Et, euh, et en même temps, ça l'a empêché, elle, de pouvoir s'épanouir dans sa section, de pouvoir aller chercher ses notes. Et là, pendant quelques temps, bon, moi j'avais quand même pressenti qu'il y avait cette forme de stigmatisation, puisque au moment de son entretien pour intégrer cette classe, on avait invité les parents en fait à des entretiens avec les enfants. Et on m'avait répété la même question à 3 reprises, à savoir si j'allais laisser ma fille partir un mois à l'étranger. Alors moi, je réponds oui la première fois. On me repose 2 fois encore la question. À la fin, j'ai demandé si quand nos enfants partaient à l'étranger, ils partaient en freestyle. C'est-à-dire, j'ai même pas trouvé les mots un peu adéquats. Je trouvais pas les mots pour en fait leur dire, mais vous êtes en train de me, qu'est-ce que vous êtes en train de me faire comprendre? Parce qu'en fait, je suis une femme, une maman voilée arabe, donc je ne laisse pas ma fille sortir. C'est ça que vous êtes en train d'expliquer quand vous me posez 3 fois la même question et que vous êtes en train de me faire comprendre que ma fille allait partir un mois entier à l'étranger. Donc il y a cette stigmatisation qui est là, on l'entend, on la sent, et ça c'est hyper violent symboliquement. Et du coup, pour régler cette histoire avec les professeurs, parce que je ne pouvais pas laisser ma fille dans ce mal-être, j'ai demandé un rendez-vous à 2 enseignantes et j'avais dans mon cartable, dans mon sac à main, le rapport des discriminations qui avait été produit par la métropole en 2011 ou en 2010, je ne sais plus, et qui faisait état en fait de cette discrimination qui existe au sein de l'école. Et je me suis dit, si jamais je sens que je ne suis pas comprise, je leur sors le rapport, je leur pose sur la table et je pars et on se reverra la fois d'après pour en rediscuter parce que là, je crois que vous ne comprenez pas. Et je ne sais pas comment j'ai pu amener ça dans la discussion et j'ai expliqué qu'en fait, quand vous faites ça, quand vous dites que ma fille, elle est comme ça, quand vous renvoyez ma fille en fait à son appartenance, à sa classe sociale, en fait, vous lui envoyez une violence incroyable et c'est ça en fait qui la bloque, ma fille. Et j'aimerais qu'en fait vous arrêtiez de le faire parce qu'en fait ma fille, elle a toujours eu un parcours excellent à l'école et je pense pas que ces différences en fait ça va lui poser problème.
Et d'avoir pu discuter comme ça, en fait, ça a fait quand même avancer les choses. Et le regard sur ma fille a changé. Et ma fille, du coup, elle a pu s'épanouir à l'école et elle a pu faire son parcours comme tout le monde. Et comme ils se sont un peu plus intéressés à elle, ils se sont rendus compte qu'elle avait un capital culturel qui lui permettait d'être là et qui justifiait qu'elle était là. Mais après, avec les camarades, il y a eu plein de réflexions. À un moment donné, elle a été invitée à être ambassadrice de sa section. Ses camarades, pour certains, lui ont dit oui, ben, ils t'ont mis ambassadrice parce qu'en fait, toi, tu viens des quartiers. Et parce que voilà. Et en fait, non. Et du coup, ma fille de répondre que, ben, elle, à son bac, elle a eu mention assez bien, et c'est la raison pour laquelle certainement qu'on l'avait choisie elle plutôt qu'un autre. Enfin voilà, ça c'est des situations. Je vous raconte ça assez rapidement, mais c'est quelque chose de très très présent. Et à chaque fois qu'on va demander à un prof ou à une institution, ou bien qu'on les accuse en fait de pratiquer des discriminations, on va se retrouver dans la même situation que Nadia. C'est de dire, en gros, en fait, vous êtes en train de diffamer un prof, vous êtes en train de diffamer une institution, vous n'avez pas le droit de le faire. Et c'est une situation que j'ai rencontrée en accompagnant des parents d'élèves lors d'entretiens ou pour préparer un entretien parce qu'il y avait des discriminations. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. L'histoire de ma fille, je pense que c'est quelque chose d'assez banal, mais on peut le rencontrer aussi même à l'université. Moi, j'ai entendu des profs dire « Oh, la colonisation, l'Algérie n'aurait jamais dû être indépendante. » Voilà. Et ces réflexions, en fait, qui vous font du mal, ce sont des violences verbales, des violences symboliques. Et il y a un travail à faire à cet endroit-là. Et juste pour finir sur les accompagnements scolaires, combien de fois j'ai entendu des chauffeurs de bus parler à nos enfants. Je repense, Nadia, tu parlais tu parlais des chèvres. Moi, ça m'a rappelé un truc incroyable. Une fois, il y avait un chauffeur de bus qui avait traité les enfants et qui leur avait dit c'est quoi cette bétaillère? Voilà, encore renvoyer à l'idée qu'on est des animaux, quoi. On est des sauvages. C'était Dalila qui avait rapporté la question de Dalila. Le Oui, témoignage Dalila. sur le mot chèvre. Voilà. Et enfin voilà, on pourrait en raconter comme ça, on pourrait en raconter plein, des espèces des encadrants à l'école qui crient sur nos enfants parce qu'ils comprennent que quand on leur crie dessus, enfin voilà. Des choses comme ça, et à chaque fois il a fallu résister, toujours se montrer qu'on était là et qu'on entendait et qu'on ne pouvait pas laisser passer ça. Voilà, je ne vais pas monopoliser la parole parce que c'est un sujet sur lequel je pourrais en parler encore pendant des heures. Malheureusement, j'aurais préféré parler d'environnement et d'enjeux climatiques. Malheureusement, c'est des sujets qui nous prennent beaucoup de temps et sur lesquels aussi je travaille. Voilà, j'espère que cette émission, elle permettra aussi qu'on puisse faire entendre une certaine voix. Voilà. Je suis obligée de vous quitter. Je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir fait ça et d'avoir proposé ce sujet, et je vous souhaite une bonne émission. Au revoir. Merci à toi, Jouda, puis bon courage pour ta formation. Merci, au revoir. Au revoir. Bon. Yes, Flo, on va devoir faire une petite pause musicale. On est en milieu d'émission, ça passe très vite déjà, surtout quand les sujets sont intéressants et qu'il y a des choses à dire. On se fait une petite pause musicale avec Kerry James et on revient juste après pour la suite de Parents Live numéro 14 consacrée aux discriminations. C'était à faire Kerry James 2001. ما كاين لون باش الانسان يبكي Y'a pas de couleur pour pleurer. ما كاين لون باش الانسان يبغي Je dis qu'il y a pas de couleur pour aimer. كي بني ادم ما يجبر ما يقول ويرد البال غير في اللون ما هي طريق اللي نعبدها. Message d'amour même en temps de guerre. Alors que certains attisent les passions, moi je rappe pour les noirs, les arabes et les blancs. Sache que je suis pas de ceux qui feraient la différence. Ta couleur de peau pour moi ne fait aucune différence. Y'a pas de couleur pour aimer, pas de couleur pour souffrir. Pas une couleur qui t'empêche de mourir. Pas une couleur pour s'aimer, pas une couleur pour sourire. Pas une couleur pour pleurer, tu le sais.
dans nos différences, nous sommes liés. Nos apparences ne sont pas toujours le reflet de ce que contiennent nos cœurs, et c'est ce qui importe. Y a pas de couleur pour que la mort t'emporte. Y a pas de couleur pour tricher, pas de couleur pour tromper, pas de couleur pour blesser ou tuer. Pas une couleur qui t'immunise contre la douleur, pas une couleur qui te rend supérieur, sache-le. Ma soeur, y a pas de couleur pour pleurer. Tu vois mon frère, y a pas de couleur pour aimer. Pas de couleur pour souffrir. Pas de couleur pour sourire. Y a pas de couleur pour pleurer. Y a pas de couleur pour être stupide, ignorant, raciste et borné. Pas une couleur attitrée à l'absurdité. Pas une couleur qui prouve ton intelligence. Pas une couleur qui témoigne de ta tolérance. Pas une couleur qui t'empêche de te sentir seul, foudroyé, rescapé d'un amour manqué. Pas une couleur qui t'abrite de la pauvreté. Pas une couleur qui garantisse qu'un honnêteté. Pas une couleur qui te protège de l'erreur, frère. Pas une couleur qui te protège de la peur, sœur. Pas une couleur qui t'innocente de toute injustice. Aucune couleur ne garantit ta réussite. Je connais les méfaits du racisme et ce qu'il provoque. Quand l'exclusion devient rage, arrive le choc. Même en temps de guerre, alors que la paix agonise, je réanime l'amour dont l'absence m'épuise. Y'a pas de couleur pour pleurer. Pas de couleur pour aimer. Message d'amour même en temps de guerre. Y'a pas de couleur pour pleurer. Je dis qu'il y a pas de couleur pour aimer. Message d'amour même en temps de guerre. Moi je rappe pour les noirs, les arabes et les blancs. Si c'était à refaire, Kerry James 2001. Je suis pas là pour leur dire ce qu'ils veulent entendre. Yes, à l'instant, donc Kerry James avec Y a pas de couleur. Part en live numéro 14 consacré aux discriminations. Aujourd'hui, Flo, on est dans la deuxième partie de notre émission. C'est ça. Et puis, donc, on va continuer sur notre lancée, à savoir les discriminations qui sont vécues par les enfants en milieu scolaire et en milieu extrascolaire, notamment liées à leur origine réelle ou supposée. Et du coup, là, l'idée, c'était de faire un petit point sur justement les mamans qui portent le voile et la façon dont ça a des répercussions sur leur relation avec l'école. Et Nadia, du coup, vous pourrez nous parler de ça. Est-ce que vous, il y a eu un impact, le fait que vous portiez le voile sur vos relations avec l'école ? Oui, je vais vous parler d'une petite histoire de mon fils en primaire. On était prévu de sortie de tout ce qui est activité au sein de l'école, malgré on est toujours disponible, mais malheureusement, ils ne nous acceptent pas parce qu'on a ce petit morceau de tissu sur la tête. On était à peu près une dizaine. On est quand même allé voir la directrice individuellement. Et moi, personnellement, quand je suis allée la voir, elle m'a dit je peux rien faire. Moi, j'ai les évêques sur le dos parce que c'est un établissement privé. Établissement privé catholique, du coup. Voilà, comme d'hab. Il m'a dit, moi, je suis le règlement et si vous voulez faire quelque chose, allez-y voir les évêques, comment il s'appelle, le plus grand des évêques, je sais pas, j'ai oublié son nom. L'archevêque, je ne sais pas. Je ne sais plus, parce que ça monte à quelques années. Du coup, on a essayé de faire signer des pétitions et tout. Il y avait une femme parmi nous qui parle bien français. Elle a fait le porte-parole, elle est allée voir les évêques et tout. Malheureusement,
rien. Donc, elle a conclu les choses comme quoi qu'on est nombreux, on donne une mauvaise image à l'établissement. Voilà, donc... D'accord, ça veut dire que dans les faits, même si vous étiez disponible, vous n'avez jamais pu accompagner les sorties Voilà, scolaires mais- de vos enfants. Exactement. D'accord. Et malheureusement, elle nous traite toujours des parents démissionnaires. Mais comme on leur dit toujours qu'on est là, on est disponible, mais on porte de voile. Mais non, désolé, c'est refusé. Et du coup, comment ils réagissaient vos enfants? Mal, très mal. Bah, mon fils, d'habitude, me dit pourquoi tu n'enlèves pas ce voile juste une fois. Moi, ça me dérange de voir toujours mes copains contents, heureux avec leurs parents, leur mère et tout. Mais je me sens toujours seule, quoi. Voilà. Mais ils sont gentils avec moi, certes, mais je veux que tu sois là, toi aussi, avec nous. Oui, juste avoir le droit d'avoir sa Voilà. maman de temps en temps dans une sortie scolaire. Bah, comme, après un moment, quand il y a des sorties comme ça, elle n'aime pas y aller. Et les activités au sein de l'école, c'est pareil. Donc, j'ai essayé combien de fois, mais malheureusement, non, on ne peut pas accéder. Donc il y a des conséquences pour vous qui ne pouvez pas accompagner votre enfant alors que vous êtes disponible. Il y a des conséquences pour votre enfant qui à la fois peut avoir honte et être en colère. Voilà. Puis il y a des conséquences aussi pour les autres enfants qui du coup vous catégorisent comme pas tout à fait normal ou maman ne pouvant pas accompagner. Voilà. Mais ça arrive à un moment que les autres élèves, même s'ils étaient petits, mais ils disent à nos enfants, mais pourquoi vos parents ne viennent jamais? Pourquoi ils vous laissent comme ça? Pourquoi ils ne vous aiment pas? Donc, ça fait mal. Bien sûr. Mais on essaye d'apaiser les choses, de dire à nos enfants, ne vous inquiétez pas, c'est rien, c'est que des enfants qui parlent. Donc, mais ça fait mal quand même. D'accord, merci encore Nadia pour ce rien. témoignage. On va passer du coup à la question des stages et de l'orientation. Parce que souvent, comme le dit la conférence de consensus de l'éducation nationale, c'est à ce moment-là que vont se cristalliser les discriminations. Et donc, c'est Dalila qui va nous en parler un petit peu. Parce que du coup, Dalila, donc, comme vous l'avez dit, vous avez fondé 2 associations qui accompagnent des femmes et des personnes qui sont malades dans leur bien-être via l'activité physique. Et vous êtes aussi beaucoup en relation avec des jeunes dont on aurait aimé que certains soient là, que vous avez sollicité aussi, mais qui ont... je vais vous laisser nous dire ce qu'ils vous ont dit et pourquoi ils sont pas là pour témoigner. Alors pourquoi ils ne sont pas là pour témoigner? Parce que tout simplement, ils n'y croient plus. Quand on vit plusieurs années comme ça à la recherche d'une orientation, avec toujours des contraintes, vous voulez choisir une orientation, on vous dit que vous n'allez pas spécialement trouver ou avoir le niveau pour le faire, c'est déjà un peu vous mettre dans le flou. Le jeune, à cet âge-là, il se construit un peu, il est un peu en recherche de lui-même. Donc, s'il y a des éléments comme ça qui arrivent avec des personnes ça peut être l'orientation professionnelle au collège. Nous, on l'a vécu aussi, je reviens à ça. Et ça n'a pas changé parce qu'aujourd'hui, c'est toujours pareil. Je suis beaucoup avec des jeunes qui ont choisi finalement de ne pas venir parce qu'ils m'ont dit on n'y croit pas de toute façon. Ça ne changera rien. Ça ne changera rien exactement. J'ai eu beau leur expliquer qu'on peut commencer par et voir parce qu'il n'y a rien à perdre. Et quand on dit on a peut-être déjà beaucoup perdu, c'est déjà beaucoup. Donc j'ai un peu questionné comme ça quand plusieurs années je me retrouve avec des mamans et leurs jeunes enfants qui ont encore du mal à trouver un stage ou à faire de l'alternance alors qu'il y a quand même des aides d'État qui sont là aussi pour appuyer et aider financièrement ces entreprises ou institutions ou autres. On se dit qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas parce que on va dire que Lucie, elle a plus de facilité que Farida à trouver un stage. Et pour le collège, c'est pas rémunéré. Je crois que c'est 3 semaines ou 5 semaines. C'est 3 semaines. Donc, juste pour préciser, dans la question de la recherche des stages, il y a vraiment des différences notables en termes de temps de recherche, en termes de nombre de CV envoyés, mais aussi ensuite en termes de rémunération et de qualité de formation dans l'entreprise, et aussi d'expérience vécue, de sexisme, de racisme ou d'autres discriminations.
Oui, alors une jeune m'a dit qu'elle a mis plus de 8 mois pour trouver un stage en alternance. Donc, et c'est peut-être à la dernière, enfin, c'est à la dernière minute qu'enfin elle a pu avoir une proposition. Et une autre qui cherche depuis plusieurs mois. Donc le dernier stage qu'elle a pu trouver ne lui convenait pas parce qu'elle elle est en orientation sur l'économie familiale et sociale. Donc elle s'est dirigée sur la mairie de Saint-Martin-de-Vinou, CPAM, tout ça et tout. Personne n'a répondu, on ne recrute pas. Ça fait des années qu'on ne recrute pas, ça fait des années qu'on ne prend pas stagiaire, ça fait des années que c'est toujours la même chose et rebelote. Je veux dire, est-ce qu'on doit automatiquement... Enfin, quand j'ai parlé avec cette jeune, elle s'est retrouvée à faire un stage là où elle ne voulait pas en faire et quand ça se passait mal parce qu'elle n'était pas contente. Et c'est ses droits de ne pas aimer parce que ce n'est pas son orientation, bien sûr. Ben, on lui disait qu'elle n'avait pas son mot à dire. Hein. Sa référente lui a dit tu es obligé d'accepter, c'est comme ça parce que tu n'as pas le choix. Il faut valider, bien sûr. Oui, c'est ça. En fait, il y a une relation aussi vraiment qui n'est pas égalitaire entre l'école et l'entreprise, parce qu'entre guillemets, l'école a besoin de l'entreprise, et l'entreprise n'a pas forcément besoin de l'école. Et quand enfin le jeune a trouvé son terrain de stage, a trouvé un employeur, on lui demande de faire le dos rond, et s'il y a des soucis, non, d'être reconnaissant et de pas faire de vagues, quoi. C'est exactement ce qu'on m'a dit. Donc, et puis pour certains, ils avaient des envies d'orientation, ils se sont retrouvés à faire de la plonge. Enfin, je veux dire, vous avez peut-être 12 ans, je ne sais pas, vous êtes au collège et vous avez envie de découvrir un métier, pas forcément d'aller faire de la plonge, et puis vous vous retrouvez 3 semaines à faire de la plonge, quoi. Je veux dire... Et du coup, Greg, par rapport à l'orientation scolaire, il y a la conférence de consensus là, qu'on a citée déjà depuis plusieurs fois qui dit quelque chose par rapport à ça. Ouais, qu'elle laisse l'orientation scolaire qui laisse un ressenti d'injustice assez marqué, très marqué. Ce ressenti est 3 fois plus fréquent pour les jeunes issus de l'immigration, nés en France de parents immigrés. Ces jeunes adultes entre 18 et 35 ans conservent le sentiment d'une injustice dans les procédures d'affectation et d'orientation à résultats scolaires équivalents. Chez beaucoup de ces jeunes, le sentiment d'injustice touche aussi les procédures de notation, les interactions avec les équipes éducatives et les procédures disciplinaires. Voilà. Alors, on va devoir conclure parce qu'on a aussi les jeunes ambassadeurs du Défenseur des droits qui sont arrivés avec nous. Et puis, il faut qu'on fasse un petit point sur les violences policières et les contrôles aux faciès avant. Donc, comme d'habitude, le timing est beaucoup trop serré. En tout cas, si cette question vous intéresse et si vous avez envie de lire et d'écouter d'autres témoignages, on vous recommande vraiment le livre « La puissance des mères » de Fatima Wassak et le podcast « Les enfants du bruit et de l'odeur » de Ulrich Hall et Priska Ratovo-Nazi. Chacun des deux, ça invite un peu à leur manière les parents à prendre la parole, à visibiliser leurs expériences et à oser aussi se mobiliser pour leurs enfants. Fatima Wassak, elle parle beaucoup de ce qu'a dit Jouda tout à l'heure, à savoir qu'on demande souvent aux mamans de faire tampon, de calmer les ardeurs, de se dire « Ah bah non, ça va passer » ou « T'en fais pas ». Et puis en fait, elle se dit « Bah non, c'est aussi important à certains moments aussi de résister, d'apprendre à nos enfants à le faire ». Donc elle développe tout ça dans son livre. Voilà. Et puis Ulrich et Priska, elle donne la parole à différentes familles qui vivent des expériences de racisme à l'école et puis comment elles s'en sortent. Voilà. On passe rapidement sur la question aussi des violences policières et des contrôles aux faciès parce qu'on a Dalila avec nous qui, en plus de tous ses engagements, fait aussi partie de l'action de groupe qui est actuellement menée contre l'État français justement pour abolir les contrôles aux faciès via un projet qui s'appelle Ma rue, mes droits. Est-ce que tu peux rapidement nous en parler, Dalila, et nous expliquer ce que c'est l'action de groupe ? Alors, moi, j'ai tenu à faire partie de cette action parce qu'elle m'impliquait directement et impliquait aussi mon entourage, mode de vie, environnement. Que ce soit dans cette région, Seine-Saint-Denis, c'est toujours la même chose. Ça fait des années et puis à un moment, ça suffit. Donc, il était super important que je fasse partie du collectif et qui est pour moi ensemble pour être plus fort, bien sûr. Donc sur les contrôles aux faciès, voilà, ma rue, mes droits, comme on dit. Pour les contrôles aux faciès, c'est continuellement, c'est tout le temps, ça fait des années, ça fait partie de la vie des jeunes, ça fait partie de leur quotidien. C'est fort de dire quotidien.
mais ça fait partie de leur quotidien. Donc, il était temps, parce qu'il y a quand même des abus à un moment aussi. Alors, bien sûr, on ne va pas mettre tout le monde dans le même sac, hein. Il y a aussi la police. J'aimerais qu'elle s'appelle gardien de la paix à nouveau plutôt que force de l'ordre, parce qu'à la base, c'est aussi des gardiens de la paix. Et sur la question de la discrimination face à ce contrôle of faciès, il était important d'agir. Maintenant, j'espère qu'on va avoir quand même un retour. On sait que ça ne va pas être facile, mais il était super important de s'engager. Et comme je dis, moi j'ai un enfant, donc je m'inquiète pour lui. Je ne m'inquiète pas que pour lui, je m'inquiète pour tous les jeunes d'aujourd'hui, tous ceux qui sont victimes et qui ne sont plus là aussi, tous ceux qui le vivent au quotidien, toutes les mamans qui ont peur et qui ne dorment pas, parce que c'est réel, je vous assure, qui ne dorment pas la nuit parce qu'elles ont peur d'un coup de téléphone, de ce qui peut se passer. Donc aussi, hein, vous savez, les jeunes, des fois, à force d'être contrôlés, ils ont tendance à vouloir prendre de vouloir s'échapper, c'est-à-dire s'ils sont en voiture, d'essayer de se sauver. En scooter, c'est pareil. Donc malheureusement, il y a des accidents. Et voilà, c'est un ras-le-bol. C'est pour ça que c'était important. Et comme je dis, c'est au quotidien, ça fait partie de leur vie. Et ça ne les construit pas, bien au contraire, hein. Ils ne se retrouvent pas dans cette société. Et donc, ouais, juste pour rappel, la plupart des contrôles d'identité, donc ce qu'on appelle aussi les contrôles, enfin, ce sont des contrôles au faciès, à savoir qu'ils ne sont pas liés à une infraction directement. Absolument pas. Voilà, c'est des contrôles d'identité comme ça, un peu de routine, et qui ils peuvent être aussi couplés avec des palpations, avec des agressions de la part des policiers. Et du coup, on se retrouve dans quelque chose de complètement paradoxal où les personnes qui devraient nous protéger nous agressent. Et du coup, ce qui est important donc, dans l'action de groupe Ma rue, mes droits, c'est que donc, l'État est mis en demeure de faire changer les choses et à 4 mois pour donner une réponse. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi faire un capital de témoignages concernant les violences policières. Donc sur le site Ma rue, mes droits, on peut partager son témoignage et pour vraiment amplifier cette question-là et visibiliser le vécu des enfants. On vous mettra une vidéo où intervient Dalila et d'autres personnes qui a été tournée, qui explique cette action plus en détail. On le mettra dans le descriptif de l'épisode. Et puis juste très rapidement, avant de donner la parole au Jade, on prendra 5 minutes de plus pour que chacun puisse dire les choses. Toujours Fatima Wassak, elle développe dans son livre, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous allez me dire, l'importance de la fierté et de pouvoir de développer l'importance en termes d'estime de soi et en termes de confiance pour les enfants, d'être inscrits dans leur histoire, dans leur langue et dans leur culture d'origine et de pouvoir en être fiers. Est-ce que vous partagez, vous, ce point de vue que c'est important de transmettre sa culture? Nadia? Oui, je trouve que c'est bien de transmettre la culture parce que ça fait partie aussi de notre identité. Donc, comme ça, ils savent aussi leur origine, leur coutume. Donc, moi, je trouve que c'est bien de le partager. Et quelle langue vous parlez à la maison avec vos enfants? Ma langue maternelle. Votre langue maternelle. Est-ce qu'on vous a déjà fait le reproche? Mes enfants? Non, plutôt l'institution scolaire ou l'extérieur? Non. Non, d'accord. À eux, je sais pas, mais moi, non. D'accord, très bien. De toute façon, moi, j'ai des difficultés en français, donc je préfère ma langue, ma langue maternelle. Comme ça, je suis à l'aise. Très bien. Et Dalila, de votre côté? Alors, moi, je pense qu'il est très important que toutes les origines, de tout environnement, tout environ, on va dire, soit très important pour enrichir les enfants, nos enfants aussi. Donc, je pense que c'est important. Moi, je ne cache pas que je ne parle pas trop ma langue, très peu, parce que le père de mon fils est berbère, marocain, donc 2 choses différentes et deux langues à apprendre en plus. Donc, mais on essaye de lui parler un peu comme ci, comme ça.
Et puis, il apprend aussi d'autres langues. Hein. Il est plus attiré par le japonais, par exemple. Mais voilà, c'est très important. Ce qui ressort de l'expérience des parents, c'est que souvent, on leur reproche notamment de parler l'arabe ou de parler le swahili. Et on se dit, on n'irait jamais reprocher à quelqu'un qui parle anglais ou espagnol à son enfant de lui dire qu'il crée des interférences et que l'enfant ne va pas être à l'aise parce qu'il a deux langues et une double culture. Et c'est toujours cette idée de hiérarchiser les choses en fait, qui est gênante. Il y a une association qui s'appelle Beiti Ma Maison, qui sur Grenoble valorise les cultures arabes pour les enfants et les parents, qui fait plein d'ateliers de musique, d'arts plastiques, de spectacles, et qui est ouverte à tous les enfants, de quelque origine qu'ils soient, et à tous leurs parents, et qui fait un travail chouette sur cette question-là. Donc Beiti Ma Maison, on vous mettra pareil l'adresse dans le descriptif de l'épisode. Yes, Flo, on va passer à la dernière partie, cette fois-ci consacrée aux jeunes ambassadeurs du Défenseur des droits, Jade, qui vont pouvoir s'installer autour de la table. Oui, parce que c'est important aussi, toutes ces questions-là. Flo, on va accueillir nos prochains invités. Merci beaucoup, Dalila, merci beaucoup, Nadia, pour vos témoignages et votre présence. C'est très, très sympa. Si vous débarquez là, à l'instant sur News FM, c'est Parents Live numéro 14, l'émission consacrée à la parentalité. Et aujourd'hui, la thématique, ce sont les discriminations. Voilà, on a fait un peu un tour dans le milieu scolaire, extrascolaire, l'orientation, la culture, la transmission de sa culture dans le domaine privé. Et maintenant, on va accueillir, Florence, les jeunes ambassadeurs des défenseurs des droits, en la personne de, j'ai les prénoms sous les yeux, Théo, Gaïa et Gabriel, c'est bien ça ? C'est bien ça, ouais. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Merci d'être là, merci d'avoir répondu à l'invitation. Et puis Gabriel, tu as un souci avec ton casque ? Non, c'est bon. Vous n'êtes pas obligé de le mettre si jamais ça... Okay. Alors, donc du coup, vous êtes en service civique, vous êtes les jeunes ambassadeurs des droits à la fois côté discret, à la fois côté enfant. C'est ça. On va vous laisser du coup nous présenter déjà ce qu'est le Défenseur des droits, parce que c'est une institution dont on a déjà parlé en début d'émission, mais qu'on ne connaît pas forcément. Alors, donc du coup, le Défenseur des droits, c'est une institution qui est indépendante. Donc, nous, on fait partie du coup d'un certain domaine qu'on vous présentera donc après. Donc actuellement, la Défenseur des droits, c'est Madame Claire Hédon. Donc elle est là pendant 6 ans, ça ne bougera pas, sa place pour l'instant, voilà, elle ne bouge pas. Donc elle a été nommée par Emmanuel Macron cet été. Et donc du coup, c'est une institution donc, qui est là pour défendre des personnes dont les droits ne sont pas respectés et permettre l'égalité de tous et de toutes dans l'accès aux droits. Et donc, du coup, c'est une institution qui a 5 domaines d'intervention. Donc, la défense des droits et des usagers des services publics, le respect de la déontologie par les professionnels de la sécurité, donc comme la police, la gendarmerie, etc. L'orientation et la protection des lanceurs d'alerte, et défense et promotion des droits de l'enfant et la lutte contre les discriminations et promotion de l'égalité. Donc nous, on fait partie du coup avec Théo de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l'égalité, et Gabriel de la défense et des promotions des droits de l'enfant. Voilà. Super. Alors, comment sont recrutés les JAD, justement ? Quelles sont leurs missions, leurs cadres d'intervention ? Et pour le recrutement, en fait, ça va être... en juillet, août, il va y avoir des réunions d'information où tout le monde va pouvoir y aller, c'est libre d'accès. Et donc là-bas, il y a des salariés d'unicité qui vont nous faire un topo sur toutes les missions que eux nous prêtent, on va pouvoir intervenir dans ces missions. Et après ça, on va pouvoir avoir des entretiens individuels avec des gens d'unicité, qui est l'association qui nous a recrutés, pour qu'on discute avec eux, on leur dise pourquoi on va faire cette mission en particulier, etc. Et pour les JAD, c'est un peu plus... c'est différent. On a après un deuxième entretien individuel parce que c'est une mission sélective. Il n'y a que 10 places en tout. Et donc, il y a plus de gens qui demandent que 2 places. Et donc, il y a 2 entretiens. Et à la suite du deuxième entretien, on nous contacte pour nous dire si on a été pris en JAD enfant ou égalité ou si on n'a pas été retenu.
D'accord. Et donc, le cadre d'intervention pour les JAD et le type de mission, Ok, bah alors je vais partir sur les jeunes d'enfants. Ouais. Donc comme l'a dit Gaïa, le défenseur des droits, en fait, il nous missionne, il nous envoie en mission. Et nous, les jeunes d'enfants, notre mission, c'est d'aller dans les collèges du département, tous les collèges, enfin le plus possible, pour parler du droit des enfants avec des enfants, pour leur expliquer ce que c'est, comment ça marche, etc. Donc notre mission, elle se compose en 3 grandes parties. La première, c'est le démarchage téléphonique. On doit appeler les collèges, les rencontrer, leur proposer nos interventions. Ils nous acceptent ou ils nous acceptent pas. On leur explique ce qu'on fait, etc. Après ça, on a les interventions. Donc, on a une première intervention qui va être assez théorique. On va parler des 12 droits en général. On va passer un par un et c'est une intervention où il y a plein de questions. Enfin, souvent, les enfants sont hyper engagés et ça les concerne beaucoup. Du coup, ils posent plein de questions et l'intervention est censée durer qu'1 heure. Mais du coup, des fois, on dépasse un peu et on n'a pas le temps de finir. Mais bref, c'est des super interventions. Et à la fin de celle-ci, ils choisissent le droit qu'ils ont préféré pour que, après la deuxième intervention, parce qu'on intervient 2 fois par classe, pendant cette deuxième intervention, qui est soit d'1 heure, soit d'1 heure et demie, on fasse un jeu, une activité sur le droit qu'ils ont préféré pour une animation plus ludique, pour que on approfondisse ce droit-là avec de manière plus pédagogique et plus ludique. D'accord. C'est ça. Et du coup, notre troisième grande partie, donc on a le démarchage téléphonique, les interventions et la création d'animations. Du coup, on crée plein de choses, des animations pour tous les droits, qu'on va pouvoir utiliser en collège et aussi en structure de loisirs, parce qu'on intervient aux vacances de février et d'avril dans des structures de loisirs. Ok, très complet. Okay. Merci. Et du coup, je vais vous présenter maintenant la mission JAD égalité. Du coup, c'est la team JAD, on est 10, mais sauf qu'il y a 6 JAD égalité sur les 10 qui s'occupent de la mission sur la lutte contre les discriminations. Du coup, sur la forme, c'est un peu comme l'a expliqué Gabriel, c'est pareil, le but, c'est d'un premier temps, c'est des démarchages, contacter les structures spécialisées. Du coup, on a contacté des lycées, des collèges, des missions locales, l'AFPA. Enfin, on contacte plusieurs établissements. Et du coup, notre but à nous, en premier temps, comme l'a expliqué Gabriel, c'est pareil. On a une première intervention d'1 heure souvent avec chaque classe ou chaque jeune dans des missions locales. Et le but, c'est de leur présenter comment on peut se protéger d'une discrimination, surtout comment la détecter, parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui savent vraiment ce qu'est une discrimination. Surtout en droit juridique, dans le droit, c'est comment c'est appliqué, leur expliquer. Et enfin, on fait une deuxième intervention, pareil encore que les jeunes enfants, où sous forme de jeu plus ludique, sous forme d'animation qu'on doit créer avec en partenariat du coup avec le défenseur des droits. Donc, c'est ça qui est assez sympa, c'est qu'on est quand même vachement encadré par des délégués, par des personnes qui sont défenseurs des droits et qui nous accompagnent sur nos créations d'animation, créations d'activités. Et voilà, en gros, voilà, c'est ça. Trop bien. D'accord. Et pour resituer, en fait, la mission des JAD, elle s'intègre dans le cadre des services civiques, qui sont un dispositif spécifique qui est accordé aux jeunes. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Qu'est-ce qu'un service civique et pourquoi vous avez fait ce choix-là ? Du coup, le service civique, ça va être une mission qui est proposée. Donc, il y a énormément de structures qui proposent. Il y a même la mairie de Grenoble, par exemple. Donc, nous, on a choisi Unicité. Et en fait, on a une mission qui peut aller de 6 à 12 mois. Et en fait, c'est des missions qui sont accompagnées, en tout cas chez Unicité. Donc, on va avoir des missions qui sont très différentes. On a, par exemple, des missions comme Tous dehors, où ils vont chercher des enfants, souvent dans des quartiers, pour faire des animations avec eux, etc. Enfin, c'est très varié. Et en fait, donc voilà, le but, c'est de mener à bien un projet tous ensemble, en équipe. Ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est que nous, on a la chance de toujours travailler en équipe et de rencontrer les autres aussi d'Unicité. Et on a pas mal de formations. Donc, on passe, par exemple, notre PSC1, il me semble que ça se dit comme ça. Vraiment, c'est très complet et on est rémunéré, donc 580 € par mois, ce qui n'est pas négligeable quand, par exemple, moi, j'ai arrêté mes études. Enfin, j'avais commencé juste 1 mois, mais c'est vrai qu'au lieu d'aller, par exemple, travailler dans un magasin lambda qui va pas forcément vous apporter quelque chose sur le plan personnel, c'est vrai que je trouve que le service civique, c'est quelque chose qui nous apporte vachement sur nous. Et puis, ça nous permet de découvrir plein de choses et de s'ouvrir beaucoup plus, en tout cas pour ma part, de s'ouvrir beaucoup plus
à ce qui nous entoure. D'accord. Et les services civiques, c'est pour les jeunes de quel âge à quel âge? C'est à partir de 16 ans et c'est jusqu'à 25 ans. Donc, Et 30 ans s'il est en situation de handicap. C'est ça, ouais. Voilà. Que vous ayez entre 16 ou 25 ans, si vous avez une année où vous ne savez pas quoi faire ou si vous n'avez pas de projet, vous pouvez postuler. Il y a plein de missions, vraiment, il y en a de partout. Vous pouvez postuler de partout et vous serez forcément pris. Et en tout cas, moi, je le conseille à tout le monde. Personnellement, je ne savais pas quoi faire après mon année de bac. J'ai eu mon bac et je ne savais vraiment pas si je voulais aller à la fac. Enfin, je ne savais pas quoi faire plus tard. Et je me suis dit que prendre une année pour moi, où je voyais des gens, où je travaillais en équipe, encadré avec d'autres, des gens qui pourraient m'aider pour plus tard, avec mon projet professionnel, mon projet personnel, etc. Moi, c'était la meilleure chose à faire et du coup, c'est pour ça que je suis allé en service civique aussi. Oui, c'est une façon de se faire du réseau aussi. C'est ça, ouais, en plus. Ouais. Exactement. Mais surtout que aussi cette mission en service civique nous permet de pouvoir faire quelque chose et de se sentir utile sur des sujets comme la discrimination. Moi, c'est un sujet qui je trouve, n'est pas assez sensibilisé, qu'on touche pas assez. Et du coup, on a la possibilité d'intervenir là-dedans, d'intervenir devant des enfants et d'avoir des expériences assez folles. Et surtout, on a la chance aussi d'être aidé, d'être aidé par notre coordinatrice à Unicité qui nous propose des stages, qui nous propose des formations et avec des associations, comme on a fait une association avec l'association la France. Oui, on a eu l'occasion de rencontrer quelqu'un de l'association RITA. Oui. Voilà. En fait, c'est ça, on a la chance de pouvoir rencontrer ces personnes-là pour ensuite développer nos compétences et nos connaissances pour les donner à nos jeunes, quoi. Donc l'association RITA, si je ne me trompe pas, c'est une association de personnes trans sur Grenoble, justement pour promouvoir le droit des trans et l'accompagnement médical et l'accès aux droits. Et du coup, comme l'a dit Théo aussi, on se rend beaucoup utile. Et des fois, on va dans des classes et on leur apprend des choses, eux, notamment sur la discrimination, moi, sur les droits. Il y a des choses avec, par exemple, le droit d'être protégé contre toutes les formes de violence. Et il y a des fois où on se rend vraiment utile, où il y a des enfants qui se rendent compte que leurs droits ne sont pas respectés. Et il y a une procédure après qui peut être engagée, etc. Et donc, on se rend vraiment utile au cours de cette année. Et ça peut être aussi quelque chose qui nous a poussé à faire ce service civique. D'accord. Et est-ce que vous auriez un témoignage, une situation que vous voudriez rapporter chacun par rapport à ce que vous avez entendu, soit du côté des droits de l'enfant, soit du côté des discriminations? Moi, personnellement, c'est un témoignage qui m'a vraiment marquée. Parce que c'est vrai que moi, j'ai toujours grandi dans un environnement où je n'étais pas confrontée forcément à tout ce qui était contrôle au faciès, etc. Je me suis jamais faite contrôler ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que souvent, quand on intervient en mission locale, on a des discours de jeunes qui se retrouvent à nous dire qu'ils ont peur de la police à cause des multiples contrôles aux faciès qu'ils subissent. Et c'est pas une fois tous les mois, c'est vraiment une fois par semaine pour certains cas. Et c'est vrai que c'est assez délicat parce que je pense qu'il y en a qui pensent que ça nous arrive aussi. Et donc c'est quelque chose qui est assez compliqué à gérer d'un point de vue au-delà de la mission, quelque chose de personnel qui est assez déroutant parce que du coup on se remet un peu en question et c'est vrai que pour apporter des réponses aussi c'est quelque chose qui est compliqué. Bon, après, effectivement, il y a beaucoup d'associations qui peuvent aider ces jeunes-là. Mais des fois, voilà, quand on a ce genre de témoignages, c'est vrai que c'est assez compliqué. D'accord, merci Gaïa. Moi, comme situation que j'ai eue aussi qui m'a assez touché, c'était une intervention dans une école de seconde chance. Et c'est vrai que ça peut arriver plusieurs fois, mais une fille qui nous a dit qu'elle avait été refusée à son école en pensant que par rapport à ses problèmes génétiques ou ses problèmes de maladie, elle n'a pas pu accéder à la formation qu'elle voulait, à l'école qu'elle voulait, alors qu'en fait, vous devez savoir que du coup, chaque école doit savoir adapter son environnement et ses formations, ses cours pour pouvoir accueillir toute personne et du coup accueillir personnes même en situation de handicap ou alors qui ont des maladies assez problématiques pour suivre un cours. Et c'est vrai que c'est encore quelque chose qui est encore d'actualité et il existe encore pas mal d'écoles du coup qui refusent ces personnes-là alors qu'elles ont les compétences pour accéder à ces écoles, quoi. D'accord, très bien.
Et pour moi, au niveau des droits de l'enfant, c'est vrai qu'en général, enfin, pas en général, pas dans toutes les interventions, mais il y a certaines interventions où moi ou mes collègues, il y a des enfants qui nous posent des questions sur le droit de vivre en famille, sur le droit d'être protégé contre toutes les formes de violence. Et on se rend compte qu'il n'est pas forcément respecté. Il y a par exemple des cas, d'enfants qui sont maltraités chez eux ou qui sont en tout cas en danger avec leur famille. Et du coup, là, on leur explique comment gérer ça, s'ils ne se sentent pas bien, des choses comme ça. Il y a aussi beaucoup de cas de harcèlement. On pose beaucoup de questions sur le harcèlement. Du coup, là, on leur donne les numéros verts, on leur dit quoi faire, appeler le 30-20, peut-être appeler le 119. En tout cas, en parler à une personne de confiance avant tout, que ce soit un parent ou un professeur. Mais du coup, ouais, en général, on a beaucoup de questions sur ça. Alors, et pour conclure, du coup, qu'est-ce qu'elles ont à leur porter, les personnes, quand elles s'estiment victimes de discrimination ou que leurs droits ne sont pas respectés? Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller? Nous, donc, du coup, dans chacune de nos interventions, quoi qu'il arrive, on présente le défenseur des droits. Parce que, surtout dans les missions locales, parce qu'ils sont vraiment en âge de vraiment bien comprendre qu'il y a des moyens de défense. Et c'est super important parce qu'intervenir pour dire que la discrimination existe, c'est bien, mais si on ne dit pas comment se défendre face à ça, c'est compliqué. Mais effectivement, nous, on a une déléguée, donc Shazahana, qui tient une permanence et qui accueille toutes les personnes qui ont besoin justement de savoir s'ils sont victimes ou non de discrimination et d'être accompagnés. Et il y a aussi Gérard Briand, du coup, pour les JA d'enfants. Mais du coup, voilà, on présente le défenseur des droits, les moyens d'action du défenseur des droits, comment les contacter. Ça, c'est hyper important. Et si vraiment on voit que c'est un cas extrême et que là, il faut le gérer vite, dans ces cas-là, nous, on contacte nos coordinateurs directement de Paris. Et après, il y a une procédure qui se met en place. Donc concrètement, il y a le site du défenseur des droits et puis ensuite on se met en contact avec la personne qui est déléguée sur son territoire. Exactement. Très bien. Et ensuite, il y a une procédure qui se met en place, qui est une procédure de justice ou de droit, c'est ça? Oui, s'il y a discrimination, si la discrimination est reconnue. Ça, voilà. Il faut aussi rappeler que c'est difficile de reconnaître une discrimination et que les démarches en justice, elles peuvent être aussi très lourdes. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas tout le monde en fait, qui a l'énergie de les intenter. Et c'est aussi pour ça qu'il y a peu de discriminations en fait, qui sont jugées. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a vachement d'aide quand même derrière. Il y a les délégués qui, par rapport à ces administrations qui sont justement assez lourdes à faire, le fait de trouver beaucoup de preuves, ça peut être assez lourd pour une victime. Et ce qui est assez bien, c'est qu'on a du coup cette déléguée-là qui peut être Shazahana ou Gérard Briand pour les droits des enfants, qui peut vous aider à faire vos problèmes, faire vos papiers, l'administration, tout ça. Du coup, c'est ça l'avantage un peu qu'on ne connaît pas au niveau local. Vous accompagner dans la démarche de la discrimination pour régler ça, quoi. Tout à fait. Monter le dossier. Exactement. Tout ça. Ouais. Se charger, pas forcément. toute la partie un peu plus difficile à reconnaître quand tu es. Carrément. Je vois. Gérard Briand, à qui on fait un petit coucou, qui vient souvent ici aussi. Yes, Flo. Merci beaucoup tous les trois. Merci à vous. Merci Yaya, merci Théo, merci Gabriel. Ouais, super gentil. Beaucoup. On est en freestyle total sur l'horaire. Complètement, là, complètement. Il doit être à peu près 16h moins quart. Je sais pas, j'ai oublié. Flo, on va toucher à la fin de cette émission. Je crois qu'il va falloir. Ouais, je crois que ça y est, c'est bon là. Il faut y aller. C'est où? Alors, oui, c'est où? Tiens. On cherche nos papiers, on est comme ça à part en live. Tellement on est parti en freestyle. Oui, tous ces témoignages, Flo, ils démontrent l'actualité de la question des discriminations liées à l'origine. Tu es là? Tu es pas là? Enchaîne. Oui, d'accord. Ça nous paraissait important donc de faire cette émission pour donner la parole aux familles impactées par celle-ci, mais aussi pour que les non-victimes puissent être sensibilisées à ce vécu discriminatoire. Bien sûr. Ouais. Et pour mieux comprendre les enjeux liés aux questions raciales, on vous recommande fortement le podcast Kiffe ta race de Rokhaya Diallo et Grassley qui décortique le racisme systémique, ses causes, ses conséquences et les façons de lutter contre. N'hésitez pas à réagir, à commenter l'émission, à la partager autour de vous, à nous donner d'autres témoignages, à nous envoyer aussi, là on a parlé du défenseur des droits, mais les autres moyens qu'il y a de faire entendre ces droits et de lutter contre les inégalités.
Et vous pouvez suivre donc toute l'actualité de Parents Live sur Facebook. Et l'émission, elle sera en ligne sur parentslive.fr et sur toutes vos applications de podcast préférées vendredi prochain. Yes, et puis petit rappel sur l'exposition La Place des Pères. Exactement, ouais. Qui se trouve à la boulangerie Ange à Saint-Égrève et en ligne sur la page dédiée. On rappelle, Flo, que cette expo vise à questionner la paternité avec vous et c'est participatif, voilà. Et que vous pouvez solliciter une interview ou laisser votre témoignage depuis le module d'enregistrement dédié sur la page donc Parents Live. Ouais, parentslive.fr, vous allez sur l'onglet La Place des Pères et vous pouvez trouver un petit bouton pour enregistrer votre témoignage par rapport à votre vécu de la paternité. Si vous êtes maman ou si votre enfant, c'est aussi possible. Et on se retrouve le 12 mai pour parler du deuil, que ce soit celui d'un enfant ou celui d'un parent. On a de nombreux invités, parents et pros, qui seront en studio pour échanger sur le sujet. Yes, merci beaucoup Flo. On se retrouve donc le 12 mai. Merci encore à tous nos invités d'avoir été présents avec nous en plateau, au téléphone et en visio. Ça fait du bien. Merci à Binge, à la technique aussi. On vous laisse avec du son. Vous retrouvez Emeric pour le 16-19 dès 16h. Écoute ce titre. Une nouveauté. C'est une nouveauté News FM. Écoute News FM.